Bonjour, je suis Martine Sinblima-Baru, conservatrice du patrimoine aux Archives nationales en France. Bonjour, Fabien Théophilakis, historien, et j'ai participé à l'exposition qu'on va vous montrer. Donc cette exposition, Filmer les procès, un enjeu social, est une exposition qu'on a ouverte aux Archives nationales en France à partir du 14 octobre, qui est pour l'instant fermée en attente de réouverture. Et donc on est particulièrement heureux qu'elle puisse aujourd'hui être visible du public allemand à l'Institut français à Berlin. C'est une exposition qui a été ouverte à Paris, comme disait Martine, mais en venant ici, elle prend une autre coloration, une autre présentation. Et l'idée, c'est aussi d'adapter à un public et un regard qui n'est qu'un regard berlinois. Donc ici, on voit des documents qui sont conservés par les Archives nationales et qui permettent de présenter le contexte général de création de ces archives qu'on appelle les archives audiovisuelles de la justice. Donc ces archives, que sont-elles? Ce sont des enregistrements de procès qui ont été voulus par le garde des Sceaux, ministre de la Justice Robert Badinter, par sa loi du 11 juillet 1985, qui crée la possibilité, alors qu'il est complètement interdit de filmer des procès depuis la loi de 1954, de filmer l'intégralité de procès, de certains procès, dans le but d'en faire des archives historiques. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'apportent les archives audiovisuelles, comme Martine les précisait. Je pourrais dire peut-être deux, trois choses. Premièrement, elle apporte un complément où elle corrige ce qu'on peut savoir du procès, sachant que ces archives-là vont donner une ambiance, une atmosphère, vont donner corps à ce qu'on ne voit pas dans l'écrit, c'est-à-dire les regards, les non-dits, tout la gestuelle, et qu'il faut que le procès reste une dramaturgie. Peut-être le deuxième enjeu de ces archives qu'on va voir, c'est de montrer que la justice, quand le procès s'ouvre, elle n'est pas dite encore. Et elle laisse donc au procès cette part d'incertitude qui fait que dans les États démocratiques, les États donc libéraux, démocratiques, la justice est rendue à partir de preuves et que l'accusé est innocent jusqu'à sa condamnation. Et donc ces archives-là permettent de rendre, alors que le téléspectateur connaît l'issue du procès 50 ans après, permet de rendre cette incertitude ou ce possible judiciaire. Le troisième intérêt de ces archives-là, dans un débat actuel, notamment en France, mais en Allemagne aussi, du rapport de la justice aux citoyens, c'est comment fonctionne la justice. Elle donne à voir le rôle des différents protagonistes, donc les procureurs, les juges, les témoins, les accusés bien sûr, les parties civiles, et elle permet de mieux s'approprier l'institution judiciaire, son fonctionnement, et comprendre que cette grosse machine, en fin de compte, a des règles, un rituel, et le film rend très bien cette façon très particulière de rendre le droit, qui est la justice, qui est quand même rendue, il faut le rappeler, au nom du peuple français. Je te propose qu'on aille voir le premier procès justement de 1945, qui est donc le procès des hauts responsables nazis, qui a eu lieu à Nuremberg sur les années 1945 et 1946. Très bien. Donc ce procès de Nuremberg a ça d'intéressant, c'est que c'est le premier procès qui est enregistré, alors avec une spécificité, à savoir que l'intégralité est enregistrée en audio. Par contre, il y a une grosse vingtaine d'heures qui est enregistrée avec les moyens cinématographiques qui sont ceux des années 45-46. Et l'autre intérêt, c'est que c'est le premier procès aussi qui montre des films comme preuve, et des films qui ont la particularité d'avoir été cherchés dans différents coins de l'Allemagne. Ce que le procureur Jackson voulait, c'était trouver des films produits par les Allemands, par les nazis, qui montrent effectivement ce qu'ils ont fait, parce que le fait qu'ils aient été réalisés dans ce contexte avait une valeur de preuve bien plus forte. Et le rôle du film dans ce procès a été mis, on va dire, un peu en majesté, puisque la salle, la scène judiciaire est vraiment organisée autour de ces projections
pour leur donner toute la place. De ce fait, on a là un tribunal militaire sans public, hein, donc un tribunal un peu particulier, et les accusés font face à la cour, ce qui ne se passe jamais dans un procès habituel. Oui, et le procès de Nuremberg est assez intéressant, bien sûr, c'est un antécédent, c'est le premier, comme tu l'as rappelé, mais la question de pourquoi on a filmé le procès, ça nous paraît évident aujourd'hui, alors que les États-Unis depuis 1937, la Grande-Bretagne depuis 1925 ont interdit le filmage de procès dans leur pays. L'idée, c'est que Jackson, que vous voyez à l'écran ici, fait du procès du nazisme, fait du procès des 21 accusés dans le box, le procès d'une chose de plus grand qui est l'idéologie qui a mené à une guerre et à une extermination. Et donc, vous avez ici un antécédent parce que la durée du procès, on commence en novembre 1945, on finit en octobre 1946. Vous avez, si vous prenez le procès verbal, c'est plus d'un millier de pages, il y a 100 000 documents et on n'a pourtant que 34 témoins. Et donc là, vous avez une tension intéressante qu'on va retrouver dans tous les procès, c'est entre le principe de publicité. Il faut effectivement rendre ce procès avec le plus grand écho possible et vous avez ce qu'on appelle un procès spectacle, au sens noble du terme, il faut une publicité et en même temps il faut respecter l'équité des débats, notamment le droit des accusés, le droit de la défense et cette tension fait que le procès se joue aussi bien dans le tribunal, il faut convaincre les juges que les accusés sont des coupables, puisqu'on est dans la common law, et en même temps faire en sorte qu'au-delà du tribunal, eh bien, le procès est une portée, est une leçon, et donc on a ici ce qu'on appelle des procès, on va dire, historiques, parce que l'enjeu dépasse le simple sort des accusés, mais a des dimensions politiques, mémorielles, pédagogiques, et le procès de Nuremberg, en ce sens-là, pose les bases de nouvelles façons de mener la justice. Donc après le procès de Nuremberg, il y a un deuxième grand procès historique qui est le procès d'Adolf Eichmann qui a eu lieu en 1961, qui est aussi le deuxième ancrage dans lequel on a voulu mettre en perspective les procès français. Je te propose qu'on aille voir les extraits qu'on a retenus. La caractéristique de ce procès est d'avoir été filmé en vidéo. Pour cela, un réalisateur américain a été sollicité, Léo Hurwitz, avec pour consigne de filmer avec des caméras qui ne se voient pas et dont le bruit ne va pas perturber l'audience. Avec des directives aussi larges, Léo Hurwitz a pu vraiment filmer ce qu'il a voulu et il donne de ce fait une vie, un corps à ce procès très très particulier et on verra effectivement par la suite comment les procès français, qui n'ont pas du tout le même objectif, sont bien différents. Oui, je pense que c'est intéressant ce qu'on voit avec le procès Eichmann, ce que dit Martine, c'est qu'en fin de compte, l'image qu'on a du procès Eichmann, c'est l'image vue par Léo Hurwitz. Et donc ce que montre bien le procès Eichmann en termes de filmage, c'est que le film du procès est un récit du procès, qui n'est pas exactement le procès, c'est-à-dire que les 4 caméras de Léo Hurwitz avec lesquelles il monte en direct sont un choix de ce qu'il a voulu montrer et de ce qu'il cherche à montrer. Dit autrement, il y a bien une historicité de ces films-là qui correspondent à un contexte, à une perception, en l'occurrence du nazisme, et qui correspondent aussi à la volonté du réalisateur, de l'opérateur, formidable en l'occurrence, qui est Léo Hurwitz. L'autre chose, et c'est une continuité en revanche, c'est que le procès se veut un procès aussi spectacle, il est conçu pour une audience qui est bien au-delà de la cour et bien au-delà d'Israël. On a à peu près 750 journalistes qui sont présents. Et dit autrement, les images montrent que contrairement à l'image qu'on a d'un Eichmann absent, indifférent, on a un peu l'image d'un Eichmann comme dans un tétrarium. On a un accusé au contraire qui va largement s'emparer des moyens à sa disposition pour se défendre. Et le but, c'est de proposer un autre discours, une autre lecture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de la solution finale de la question juive. Il faut aussi préciser que la volonté donc, du procureur général Hausner, donc dans le procès Eichmann, de le filmer et de faire intervenir les témoins, est une lecture directe de ce qu'il considère comme un échec relatif de Nuremberg, considérant que Nuremberg n'a pas su faire venir la parole des victimes, et donc il va lui au contraire mettre au centre de son accusation 120 témoins qui vont donner un corps, donner une voix à ce qu'a été le sort des Juifs sous l'Allemagne nazie. Ce qui est intéressant, comme dit Martine, c'est qu'on a bien ici un récit dans lequel le public
devient un élément constitutif du procès, alors que on verra dans les procès français, ça c'est complètement, ça interdit, ça n'apparaît pas. Et là on a vraiment les effets qui sont matérialisés par des coupes sur des gros plans sur le public, et c'est vraiment un film du procès et non pas le film que du procès. Ouais. Allons voir maintenant le procès Klaus Barbie, après avoir vu la préparation. 87, on est à Lyon. On est à Lyon et on est dans une salle qui a été spécialement aménagée pour ce procès qui était prévu pour être exceptionnel et qui est vraiment exceptionnel. Premier procès d'un criminel nazi filmé en France, premier procès enregistré au titre des archives audiovisuelles de la justice. Donc là, il ne faut pas oublier le pas, c'est-à-dire entre la loi de 1954 qui interdit strictement tout enregistrement, toute photo, toute captation sonore, et 1987, premier enregistrement possible, intégral, sans coupure, sans rush. Donc on voit vraiment toute la spécificité avec donc des directives très strictes dans les modalités de tournage qui sont fixées dans la loi du 11 juillet 1985 et qui ont depuis été reprises sans changement dans le Code du patrimoine. Oui, et ce qui est particulier aussi pour ce procès-là, c'est aussi la première fois en France que nous avons un procès pour crime contre l'humanité. Alors le premier qui se passe en 87, c'est contre un Allemand, Klaus Barbie, qui a été un chef de l'ASD à Lyon et qui est très connu en France quand le procès s'ouvre en 87 pour avoir été celui qui a torturé et a mené à la mort de Jean Moulin. Et si vous regardez le procès, on a ici donc à la fois une continuité, le film, comme dit Martine, même si les directives françaises sont beaucoup plus strictes que les directives qu'on a vues notamment pour le procès Eichmann, pas de plan en coupe, très peu de gros plans ou de plans serrés. On a aussi une cage de verre et là vous avez Klaus Barbie qui est à l'écran, mais très rapidement Klaus Barbie va refuser de comparaître et vous allez avoir un procès très particulier dans lequel l'accusé n'est pas présent. Et ça va avoir pour notamment conséquence d'augmenter encore plus la focalisation et la dramatisation sur les témoins, qui est aussi un héritage du procès Eichmann, et par voie de conséquence aussi, l'absence de Klaus Barbie emmène aussi son avocat, Maître Vergès, à jouer un rôle très particulier par rapport à ça. On peut peut-être poursuivre avec le procès de Maurice Papon? Oui, très bien, prenons-le. Donc Maurice Papon, qui c'est un très haut fonctionnaire. Alors un haut fonctionnaire au moment des faits qui lui sont reprochés et qui justifient ce procès, mais également un haut fonctionnaire qui a fait une très très belle carrière après-guerre. Là, on le voit, c'est un monsieur d'un âge très avancé. Et donc, il a fait cette carrière très importante. Et les documents que l'on voit juste en face de l'écran, et peut-être qu'on peut s'en approcher juste un tout petit peu pour les montrer, c'est quelques documents qui retracent la carrière de Maurice Papon. Donc, on voit des arrêtés, selon le terme, souvent des actes de nomination des hauts fonctionnaires, donc vraiment quelqu'un qui est reconnu dans ses fonctions. Et finalement, il transporte ces fonctions, même en tant qu'accusé. C'est un accusé qui est très pressant dans son procès, qui intervient sur tout, qui justifie tout, qui ne laisse rien passer. Et de ce fait, on a déjà des directives au niveau des modalités de filmage demandant que la caméra suive la personne qui parle. Et là, on a l'impression que la caméra ne fait que filmer Maurice Papon, tellement il monopolise cette parole. Et donc vous avez ici un conflit entre mémoire de la résistance, ou une lecture de la Seconde Guerre mondiale entre mémoire résistance et mémoire juive. Et avec Maurice Papon, vous avez une personne qui se présente comme résistant, qui est jugée et qui va être condamnée d'ailleurs pour ça, pour complicité, pour crime contre l'humanité. Je te propose qu'on quitte complètement ce sujet et qu'on fasse aussi un bond dans le temps. Allons en 2010 pour le procès de 14 Chiliens qui sont accusés de la disparition de 4 franco-chiliens au Chili. C'est-à-dire que c'est un procès très dépouillé. On ne voit
que le président avec ses deux assesseuses, on ne voit que le procureur général ou l'avocat général et on ne voit que les témoins à la barre. Donc on a une pauvreté en termes de plan, ce qu'on n'avait pas avec le procès Claus-Barbie, où on a vu déjà qu'il y avait une plus grande diversité de prise d'angle. Là, on est vraiment un procès ramené à sa plus stricte expression, donc quelque chose de très dépouillé. En plus, ça permet de montrer un procès qui est très particulier, c'est-à-dire qu'il y a 14 accusés, pour autant, dans ce film, on ne verra jamais le box des accusés, pour la bonne raison que le box est vide, parce qu'aucun des 14 accusés n'a reconnu la légitimité de la France, et donc est venu en France, ni ne s'est donné la peine finalement de se faire représenter par un avocat. Donc c'est intéressant ce que tu as dit sur l'importance des victimes depuis le procès Eichmann, c'est qu'on a à nouveau un procès qui n'est fait que pour les victimes, puisque de toute façon, il n'y a que les victimes et les témoins. Oui, et là, je pense que le procès, donc, comme dit Martine, de la dictature chilienne montre ceci, c'est qu'on a à la fois cette volonté de reconnaître le statut de victime à des personnes qui ont souffert, en l'occurrence de la dictature de Pinochet, et la compétence donc, universelle qui fait qu'il n'y a plus de lien territorial, géographique, entre le lieu du crime et son jugement. Et ce qui va expliquer aussi, et l'exposition le montre bien, qu'on rentre dans des procès qui ont une importance juridique considérable, qui constituent une archive historique considérable, mais qui n'ont pas nécessairement un impact médiatique considérable. Le procès chilien, comme les procès, on verra plus tard, du Rwanda, sont des procès qui n'ont pas marqué l'actualité médiatique, du moins pas en leur temps. Et là, on a bien un décalage qui fait que la justice elle-même ne suffit pas nécessairement à nourrir un débat plus large et qui aurait des répercussions à l'extérieur du tribunal. On peut aller voir le procès en appel de Ngenzi Baraira. Oui, en 2018. Comme dit Martine, le procès du Rwanda, on a des faits qui ont été commis au Rwanda à partir de 1994 dans ce génocide donc, des Tutsis par les Hutus. Les accusés sont rwandais et on est en France. Et donc ça pose une question du contexte culturel et linguistique. Tous ces procès qu'on a vus pour le moment, eh bien, entre les accusés, les témoins, les juges, eh bien, il n'y a pas forcément les mêmes langues. Et donc là, vous allez avoir la question de l'interprétariat, la question aussi de la configuration culturelle, notamment la place du religieux, ce qui suppose quand même une adaptation aussi de la cour à ce contexte et l'importance des témoins qui vont donner, au-delà de leur propre souffrance, de leur propre vécu, un contexte ou une atmosphère, une ambiance pour mieux comprendre l'évolution. Donc c'est un procès délocalisé, mais là, les accusés sont bien présents. Et donc n'ont pas été extradés et c'est la France qui les juge. Ce qui est intéressant avec ce procès, c'est que la façon dont le procès est filmé a évolué. C'est-à-dire que la Cour a entendu le besoin des historiens qui est d'avoir un peu plus d'informations que le strict filmage de la parole de la personne qui s'exprime au moment où elle est filmée, mais que parfois il y a des informations intéressantes à aller chercher du côté du président. Là, on a deux accusés qui comparaissent sur le même banc. En les filmant séparément, ça permet d'individualiser la responsabilité de chacun dans les faits qui sont reprochés. Deuxième chose et dernière chose sur ce procès-là qu'on voit en gros plan, c'est que c'est un procès qui a eu une importance considérable en termes juridiques, pour ce qu'a dit Martine, une importance considérable en termes de recherche. Beaucoup d'historiens ont été convoqués comme témoins ou sont dans la salle. En revanche, en termes de relais médiatiques, ces procès-là n'ont pas abouti comme d'autres procès historiques. Et l'ambition de l'exposition, c'est aussi de redonner une importance à ces procès pour inviter le public à s'emparer ou aller les voir, puisqu'encore une fois, cette justice, elle est rendue en leur nom, au nom du peuple français. Cette qualification, cette focalisation sur des procès historiques permet de s'interroger sur la mémoire qui est ainsi créée autour de ces enregistrements et sur leur réception dans le temps long de l'histoire dans lequel ces enregistrements doivent s'inscrire. Donc,
L'exposition ne propose pas un récit construit, et l'idée c'est que chaque personne qui voit l'exposition, à travers son expérience et ce qu'elle voit, en retire autre chose. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que ces procès sont historiques pas seulement parce qu'elles concernent un passé, et donc qui obligerait une société à se confronter à ce passé, mais c'est aussi vers un futur. Et ce qu'on voudrait, c'est que les personnes qui voient l'exposition, notamment les Berlinois ou les Allemands, eh bien, puissent réagir et se poser comme question quelles leçons retenir de l'histoire qui n'est pas nécessairement fixée par le jugement d'un procès.